Charles Lamy. J'ai 4 cartons, un des amis, il nous reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. J'en ai plus. Quand il va rester 10 secondes de la présentation, si je vais faire bon. Ensuite, il va y avoir une qualification de 5 minutes sur les juges. Je vais vous rappeler de ne pas éloigner pendant le cas de premier. Les juges vont vous introduire. Alors, bonjour, mon nom est Yves Drolot. Tout d'abord, ça me fait plaisir de vous voir sourire. Ça va bien aller dans la présentation. Allez-y avec confiance. Je suis professeur ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et mes collègues vont se présenter également. Bonjour, Simon Charlebois. Moi, je suis directeur d'un organisme qui s'appelle les SRDC Centre de Mauricie. On gère 3 fonds d'investissement. Bonjour, moi c'est Valérie Gauthier, je travaille pour le CETOIR. C'est un organisme fédéral qui fait du financement à la commercialisation. Bonjour, Paul Grégoire, secrétaire de portefeuille chez Investissement Québec depuis 5 ans et depuis presque 25 ans dans le financement d'entreprise. Donc bonjour chers anges financiers, mes collègues Colin Laliberté, Charles Lemieux ainsi que moi-même Renaud Mondor sommes des employés externes de la firme BMS, ici pour vous conseiller sur l'investissement dans la compagnie Alimer Incorporée. Donc tout d'abord, au cours de cette présentation, nous allons vous présenter le mandat qui nous avait été confié, nous allons vous faire un court diagnostic de la situation actuelle d'Alimer Inc. Par la suite, nous allons vous présenter les risques et les différentes conditions exigées afin de contrer ces risques. On va vous présenter les hypothèses que nous avons utilisées pour faire nos évaluations afin d'arriver à une certaine valeur d'entreprise pour mieux vous conseiller sur l'investissement. Nous allons vous faire la recommandation que nous vous suggérons d'y aller ou non avec cet investissement pour finalement vous suggérer des plans de financement alternatifs et des solutions alternatives à cette solution pour ensuite faire une brève conclusion et répondre à toutes vos questions. Donc tout d'abord, le mandat qui nous avait été confié était d'établir si l'ange financier devait investir dans le projet soit Alimer Incorporé, et ce, sous quelles conditions, de quelle façon. Donc, dans la définition du mandat que vous nous avez donné, la plus grosse partie qu'on portait sur sur l'évaluation des risques et comment tenir compte dans notre évaluation et savoir si il fallait y aller de l'avant ou non avec le projet Alimer Inc. Effectivement, ces risques sont importants. Par contre, il y a une sous-carte par rapport à ça, soit la matrice porteur ou un diagnostic FFOM de l'entreprise en tant que telle pour s'assurer de bien comprendre l'entreprise et de ne pas seulement identifier les risques extérieurs non contrôlables dans notre évaluation. Donc, premièrement, pour la matrice porteur, on est allé avec une évaluation plus ou moins positive par rapport au contrat à ferme, donc les comptes clients auprès de 3 grosses entreprises, 3 gros clients québécois, donc c'est des contrats fermes, c'est un bon ratio de 70-30. Le reste, 30%, c'est un petit contrat, donc des petits clients qui, si jamais vous les perdez, ce ne sont pas des contrats fermes, si jamais vous les perdez, ce ne sera pas nécessairement négatif, ce ne sera pas nécessairement une grosse perte négative dans l'entreprise. Pour ce qui est par contre des contrats fournisseurs, il y a un grave problème, c'est-à-dire que 55% de vos fournisseurs sont avec le même fournisseur et ce fournisseur-là n'est pas enclin à augmenter leurs échanges commerciaux avec vous parce qu'il y a un avantage comparatif à aller du côté de l'Asie où est-ce que les prix sont plus avantageux. Donc, c'est un risque qu'il va falloir qu'on tienne en compte. Pour ce qui est des forces, faiblesses, opportunités et menaces, niveau force, vous avez une forte demande. Alimer Inc. a une forte demande malgré un marché instable, une forte demande, des forts revenus. Et à travers les 5 premières années d'existence d'Alimer Inc., ils ont été en mesure d'aller chercher une rentabilité, ce qui est extrêmement rare pour une PME démarrante. Également, il y a un bon système de gestion intégré dans Alimer Inc., qui permet d'avoir à tout temps en temps réel un dossier complet de l'inventaire dans l'entreprise. Pour ce qui est des faiblesses, par contre, d'Alimer Inc., il y a des brevets qui sont inexistants. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure, les compétiteurs directs d'Alimer Inc. pourraient copier les mêmes procédés et de ce coup-ci, ils perdront leur individualité. C'est-à-dire, oui, c'est bien d'être les premiers. Par contre, quand on se fait copier dans un marché aussi compétitif, il pourrait y avoir un problème. Chez Alimer Inc., tout est géré à partir d'une PME standard, c'est-à-dire que c'est la présidente qui est la forte personnalité et elle a décidé que le coût de revient n'était pas suffisamment important. Par contre, nous, on pense que Alimer Inc. est une entreprise avec plusieurs produits et donc l'interprétation du coût de revient par produit devient importante dans l'analyse des ventes.
Pour ce qui est des opportunités, nouvelle commercialisation de mise en conserve chez Alimère Inc. Ceci viendrait en plus avec un projet d'investissement à niveau de 300 000 $ que nous vous présenterons plus tard. Également, présentement, Alimère Inc. va chercher des bénéfices nets positifs, ce qui est bien. Par contre, il n'utilise pas de 2.0, c'est-à-dire une plateforme web. En allant chercher cette opportunité-là, il pourra encore une fois augmenter leur vente, ce qui serait positif. Et par contre, certaines menaces. Économie et politique changeantes. C'est très difficile de prévoir les économies, surtout sur les exploitations de poissons ou de fruits de mer ou autres espèces animales dans ce sens, parce que c'est difficile de prévoir l'avenir dans ce niveau-là. Et donc, il y aurait un possible danger face à une perte de quota et donc, on pourrait s'exposer à une augmentation des prix. Donc, moi, je vais aborder la gestion des risques. C'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue de nos jours, surtout après la crise économique qu'on a subie en 2008. Donc, nous savons, en tant qu'ange financier, vous ne voulez pas vous impliquer dans la gestion de l'entreprise, mais ce que nous proposons, c'est quelques conditions que vous devriez inscrire dans le contrat d'investissement, si on veut, pour diminuer ces risques-là le plus possible. Alors, le premier risque qu'on a identifié, c'est le risque lié à la main-d'œuvre. Donc, les employés ont une certaine difficulté à faire les ajustements techniques sur les machines. Des ajustements qui demanderaient plus l'aide d'un mécanicien en temps général. Donc, ça, c'est le premier risque associé à ça. Il y a aussi un fort taux de roulement de la main-d'œuvre. Donc, l'entreprise a de la misère à avoir un bon taux de rétention sur la main-d'œuvre. On le voit ici, le taux de roulement est de 21% pour l'entreprise en question Alimère et de 9% contre l'industrie. Donc, c'est un problème de ce côté-là. Pour pallier à ces différents problèmes-là, ce que nous proposons, c'est d'augmenter premièrement la formation du personnel. Donc, les former pour pouvoir faire les ajustements nécessaires avec les machines. Actuellement, la formation, c'est 0,12% des ventes, ce qui est très peu. Les compétiteurs font beaucoup plus de formation, donc ça serait aller dans cette ligne-là, si on veut. Aussi, pour augmenter le taux de rétention des employés, il faudrait exiger, dans le fond, avoir plus d'incitatifs à l'emploi. Donc, ce qu'on avait pensé, c'est plus les impliquer dans l'entreprise. Donc, les impliquer dans la prise de décision, leur faire comprendre qu'eux, ils ont de l'importance dans cette entreprise-là et qu'ils sont nécessaires au maintien des bonnes opérations. Donc, pour les récompenser, on peut bonifier peut-être leur fonds de retraite, leur offrir des incitatifs, notamment par rapport à ça. Aussi, nous avons noté qu'il y avait un risque lié à l'approvisionnement. Donc, il y a un refus des fournisseurs d'augmenter les échanges avec Alimère. Donc, présentement, vous faites affaire avec quelques fournisseurs, 3 si je me souviens bien. Et ça peut devenir problématique parce qu'ils vous ont dit spécifiquement qu'ils n'étaient pas prêts à augmenter les livraisons si vous étiez pour subir une croissance très forte. Donc, au niveau de ces fournisseurs-là, ce que nous avions pensé, c'est de commencer à diversifier graduellement, aller chercher d'autres fournisseurs, mais toujours garder des bons termes avec les fournisseurs actuels, parce que les fournisseurs actuels sont excellents. Ils livrent à temps, la qualité est bonne, donc il ne faut pas se les mettre à dos, mais pour soutenir la croissance future de l'entreprise, il faut commencer à diversifier, aller chercher ailleurs au niveau des fournisseurs. Ensuite, le risque de fraude. Ça, c'est un risque qu'on pense généralement pas beaucoup. 75% des PME disent, dans le fond, des PDG de PME disent que le risque de fraude, ils s'en soucient pas vraiment. Mais pourtant, ça représente, selon une étude menée en 2012 par l'ordre des CGA, ça représentait un montant de 3,2 milliards de dollars au Canada en 2012, la fraude interne commise par les employés. Ici, c'est une entreprise Alimère qui connaît une croissance assez forte. Donc ça, dans le fond, c'est quelque chose qui est un facteur important dans la fraude au niveau des employés. Et aussi, c'est comme une petite famille, hein, c'est une PME, donc on ne soupçonnerait jamais personne
de risque de fraude habituellement. Donc, c'est important quand même d'établir des... Ce qu'on propose, c'est d'établir des contrôles internes pour mieux prévenir. Dans le fond, des contrôles internes sur les stocks. Donc, vous avez un inventaire permanent, mais ce qui serait intéressant, ça serait de faire des inventaires périodiques aussi, voir si les stocks, il n'y a pas de vol de stock, si on peut le dire. Aussi, établir des doubles signatures sur les éléments, ben dans le fond, les chèques, là, tout ce qui est sensible, tout ce qui est des données sensibles financièrement. Et voilà, donc c'est prendre en considération ce risque-là, c'est très important. Au niveau des risques financiers, nous avons noté que la gestion financière, c'était exclusivement l'adjointe administrative qui s'occupait de ça. Ça, c'est selon nous une très très mauvaise idée, parce qu'une adjointe administrative, au bout de la ligne, c'est une secrétaire, elle n'a pas les compétences en finance. Donc, dans le fond, elle ne faisait pas de budget de caisse, pas de prévision, pas de coût de revient, entre autres. Donc, ce qu'on propose pour pallier à ce risque-là, c'est l'embauche d'un CFO, donc un Chief Financial Officer, qui va s'occuper exclusivement de ces choses-là. Quelqu'un qui est formé dans le domaine, quelqu'un qui a les connaissances. Donc, ce que nous conseillons, entre autres, c'est d'embaucher un CA ou un CMA, par exemple, maintenant un CPA. Aussi, les états financiers audités, ben ça pourrait être intéressant. Vous qui êtes dans le fond, des anges financiers, ça pourrait être une protection de plus pour vous. Donc, les états financiers audités pour la dernière année, par exemple, ça pourrait être intéressant, ça pourrait ajouter une plus-value à l'investissement. Aussi, le prix de vente est basé essentiellement sur la compétition présentement. Alimer n'a pas de méthode de coût de revient spécifique, il se base sur les prix de la compétition. Ça, on trouve aussi que c'est une mauvaise chose. Parce que, par exemple, la compétition, peut-être qu'elle est beaucoup... En fait, il y a beaucoup de chances que les compétiteurs soient beaucoup plus gros que la compagnie Alimer. Et ces compétiteurs-là pourraient profiter, par exemple, d'économies d'échelle, ce que la compagnie Alimer ne peut peut-être pas. Donc, ça, en se basant sur les prix de la compétition, vous pourriez arriver avec des marges brutes qui sont négatives du jour au lendemain parce que la compétition fait pression sur les prix et eux peuvent faire de telles pressions à cause des économies d'échelle qui sont générées de ce côté-là. Donc, le CFO pourrait s'occuper d'établir le coût de revient pour les items, si on veut, pour garder votre marge de 20%, marge brute présentement. Si les décisions d'investissement sont guidées essentiellement par des intuitions présentement, ça aussi c'est une mauvaise chose. La PDG, c'est la PDG qui décide tout avec ses propres intuitions. Ça peut bien fonctionner, mais dans la majorité des cas, nous pensons que c'est pas la méthode idéale. Ce que nous proposons, c'est faire des études de valeur actuelle nette, par exemple sur des projets, d'études des vannes, qu'on appelle communément. Donc, c'est actualiser tous les flux monétaires liés à un projet pour voir si le projet est intéressant en soi, s'il apporte une plus-value. Et aussi, consulter les autres actionnaires, ce que nous considérons important. L'entreprise n'a aussi aucun brevet. Bon, breveter de la nourriture, on s'entend que c'est probablement pas possible, mais ils pourraient peut-être breveter les procédés de fabrication. Ils ont peut-être des procédés innovateurs, des procédés que les autres n'ont peut-être pas pensé dans les méthodes de production. Donc, ça serait intéressant d'aller voir si c'est possible de breveter ça et ensuite peut-être les licencier, qui sait. Aussi, l'entreprise a des projets d'expansion en Asie, aux États-Unis. Ça implique un risque lié au taux de change. Donc, pour diminuer la volatilité des flux monétaires entrants liés à la conversion de la devise, ce que nous proposons, c'est vendre des contrats à terme cadres par rapport à la devise ciblée, là, soit en Asie ou aux États-Unis. Donc, au niveau pour déterminer la valeur intrinsèque de la firme, nous avons procédé par une analyse, nous avons actualisé les flux monétaires par une analyse Free Cash Flow to Equity.
Pour déterminer le taux de rendement exigé par les actionnaires, nous avons utilisé la méthode Build-Up. Donc, nous avons utilisé le taux sans risque de 3 %. Ça, c'est le taux 10 ans sur les bons du Trésor canadien, environ présentement. Et la prime de risque du marché, ce que nous avons utilisé, c'est 5,8 %. Ça, ce chiffre-là, ça provient d'une étude qui a été réalisée en 2013 par un professeur de l'Université de New York qui disait que la prime de risque implicite du marché, certains font une moyenne historique des anciennes primes de marché, mais lui a réalisé que si on prenait la prime implicite du marché, donc avec le modèle d'actualisation des dividendes et en se basant sur un index comme le TSX ou le S&P 500, c'était possible d'avoir la prime implicite exigée par le marché. Et ça c'était plus fortement corrélé avec la vraie prime qui devrait être. Donc ça a un caractère prédictif plus fort, si on veut. Donc on a utilisé ça. La prime de secteur de 5 %, bon, c'est un secteur qui est très concurrentiel. C'est un secteur où les marges sont pas très fortes. Tout le monde se bat un peu dans ce secteur-là. Donc on a mis 5 %. La taille de l'entreprise, nous avons décidé 6 % parce que c'est une PME, une entreprise de petite taille. Donc, des statistiques démontrent que beaucoup de PME meurent très vite. Donc, tout d'abord, pour faire une brève récapitulation, comme mes collègues l'ont expliqué, il y a énormément de risques qui entourent cette entreprise-là. Certes, l'entreprise a certaines forces, mais elle a aussi certaines faiblesses. Il y a certains domaines dont elle doit croître, notamment au niveau du domaine financier. Elle ne regarde pas ses concurrents. En fait, elle ne fait pas d'études de marché. Donc, au niveau, ça a tout venu, en fait, affecter le taux de rendement exigé par les actionnaires pour notre évaluation. Donc, ce que nous avons fait tout d'abord, c'est que nous avons capitalisé les flux monétaires disponibles aux actionnaires ordinaires, soit appelés les FCFE, sur les flux cash flow to equity, pour arriver à une valeur représentative des flux cash flow de 118 000 $. Pour ce faire, nous avons ajusté le bénéfice net des amortissements du fonds de roulement et du CAPEX, pour ensuite faire un ajustement pour l'inflation. Comme toutes les données semblent représentatives, nous avons fait une pondération de 5,432. Par la suite, nous avons établi notre fourchette haussière et baissière pour arriver à des valeurs capitalisées allant de 540 000 $ à 660 000 $. La seconde méthode que nous avons utilisée fut l'actualisation de ces flux monétaires avec le projet. La capitalisation s'est faite sans le projet, l'actualisation avec le projet. Donc, comme vous le voyez, les taux représentés en haut sont les taux de croissance qui ont été utilisés au niveau des bénéfices nets. La première année, le projet étant mis en place, la croissance devrait continuer à rester modérée comparativement aux années antérieures, au niveau de 5 %. On pourrait ensuite voir une croissance supérieure de 12 % au cours des 2 prochaines années pour se stabiliser à 8 % et ensuite se stabiliser à l'inflation, soit environ 2 % à perpétuité. Vous comprendrez que ces taux sont hypothétiques et peuvent varier. Donc, avec ces taux, nous sommes arrivés à une valeur d'entreprise de 776 866 $. Et il est intéressant de remarquer aussi la valeur terminale de 895 000 $, dont nous reviendrons sous peu. Comme vous le voyez ici, nous avons fait une certaine analyse de sensibilité. Les valeurs que nous avons obtenues sont les valeurs représentées en bleu, et les valeurs en orange sont les valeurs inférieures, les valeurs en vert, les valeurs supérieures. Comme nous allons vous le présenter sous peu, le tri de cet investissement est environ de 8 %. Pour avoir un tri qui serait intéressant pour vous, nous aurions besoin d'arriver à une valeur d'environ 1,1 million à 1,2 million $. Comme on vous l'a montré, la valeur du projet, on l'a déduit en soustrayant la valeur sans projet de la valeur avec projet. Ce qui nous donne une valeur du projet et avec l'équipement fait de 178 169 $. Donc ça confirme nos hypothèses de croissance. Vous voyez l'étude de... Pardonnez-moi. L'étude de sensibilité qu'on vous a montrée confirme que l'hypothèse qu'on vous a fait, les hypothèses qu'on a posées sont réalistes. C'est des valeurs qui sont très réalistes et c'est à quoi nous croyons que l'entreprise vaut présentement. Donc, le tri, la valeur dans 5 ans sera de 895 000 $, la valeur actuelle d'environ 600 000 $. Le taux de rendement par année est de 8,3 %. Certes, il y a un escompte pour part minoritaire que vous pourriez aller chercher qui va de 5 à 50 %. Mais nous vous conseillons de ne pas aller de l'avant. Le tri est très inférieur à ce dont vous pourriez exiger pour un projet qui contient autant de risques. C'est un investissement très risqué. L'entreprise ne fait aucune étude de marché. Elle n'a pas exploré les marchés qu'elle désire exploiter en Asie ni aux États-Unis. Donc c'est vraiment risqué d'y aller de l'avant avec cet investissement. C'est pourquoi nous vous conseillons de garder votre argent pour aller pêcher les plus gros poissons.
Donc, certes, si vous désirez tout de même aller de l'avant, nous vous proposons un plan de financement alternatif. Soit y aller par des débentures convertibles. Certes, il y a déjà une dette dans l'entreprise qui pourrait peut-être nous précéder, nous n'avons pas vu les garanties que possède cette dette. Cependant, la débenture convertible vous fournirait une certaine garantie au niveau de votre investissement, en plus de pouvoir profiter de la croissance de l'entreprise au cours des prochaines années si le projet est bien mené à terme. Donc, stratégie sortie par la suite, il faudrait viser un rachat par un compétiteur ou sinon offrir une clause à la propriétaire d'un rachat à 3 fois le prix à l'intérieur des 4 prochaines années afin de rentabiliser notre investissement initial. Donc ça, c'est la stratégie alternative qu'on vous offre si vous désirez tout de même aller de l'avant avec cet investissement. Donc, pour faire une brève récapitulation de tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui, l'entreprise, certes, est rentable depuis plusieurs années. C'est une business familiale qui a des très fortes lacunes. Au niveau financier, au niveau des opérations, un taux de roulement beaucoup trop élevé. On vous a présenté de très nombreux risques et des conditions très nombreuses à exiger pour que l'investissement devienne intéressant. Le tri est trop bas comparativement au niveau de risque soutenu. Donc, c'est vraiment toutes ces raisons qui font en sorte que nous vous conseillons de ne pas aller de l'avant avec cet investissement. Cependant, si vous voulez y aller de l'avant tout de même, les débentures convertibles sont votre choix, votre priorité. Merci de votre temps. Merci de votre présentation. J'avais une petite question. Souvent, j'aime ça, moi, qu'on simplifie un peu, mais je pense que votre conclusion résumait bien un peu les éléments principaux. Mais j'aimerais ça juste de voir un peu dans votre analyse, un peu juste la question un peu des compétences de la personne principale dans l'entreprise. Comment vous en tenez compte dans l'analyse que vous faites, dans les recommandations que vous faites? En fait, cette personne-là est compétente en tant que telle. Elle gère l'entreprise depuis plusieurs années. L'entreprise est rentable. On ne veut donc pas dire qu'elle n'est pas compétente. Cependant, cette personne a besoin d'aide, notamment au niveau financier. Elle a besoin d'aide au niveau de la gestion financière. Elle a besoin d'aide au niveau de développement de produits. C'est une des raisons pourquoi on suggérait d'impliquer plus les employés. Donc, certes, c'était une chose qui venait augmenter le risque, le fait qu'au niveau financier, au niveau de la production, à tous les niveaux de l'entreprise, il y avait certaines lacunes, car elle s'occupait de tout cela elle-même. En pourcentage, comment vous jugez un peu l'importance des compétences de la personne versus une recommandation sur mettons, 100%? Je vous répéter la question. Les compétences de la gestionnaire principale dans votre recommandation, vous tenez compte de quel pourcentage, un peu, quelle importance que ça a? L'importance relative, en fait, je vous dirais, c'est quand même très important pour le chiffrer. Très forte importance. Présentement, avec la taille de l'entreprise, peut-être que ses compétences convenaient, si on veut, mais si elle veut croître l'entreprise à des niveaux plus élevés, elle va avoir besoin d'aide, notamment en gestion des ressources humaines et au point de vue financier, selon nous. Si elle a engagé, par exemple, un directeur général compétent, on prend pour acquis, est-ce que vos recommandations seraient différentes? En fait, avec l'évaluation financière qu'on a faite en ce moment, le tri est trop faible pour le risque qui est soutenu par l'entreprise. Certes, ça viendrait le diminuer un petit peu, mais la valeur de l'entreprise, comme on vous l'a présenté, devrait être largement supérieure à ce qu'elle est en ce moment et dans le futur afin de rentabiliser un investissement au sein d'Alimeraire Incorporé. Juste pour ajouter, dans le fond, le taux de rendement exigé du point de vue des actionnaires qu'on a calculé par la méthode Build-Up, c'était plus de 20%. Et le taux de rendement sur l'horizon d'investissement de l'investisseur était de seulement environ 8%. Donc, d'un point de vue strictement financier, nous, on n'irait pas de l'avant avec ce projet-là. Maintenant, d'un autre point de vue, c'est à l'investisseur de décider si on veut, mais point de vue financier, non. En tant que professeur de finance, je vais essayer de vous en poser une sur l'aspect financier. Vous avez répondu en partie à ma question, alors je vais peut-être y aller de façon complémentaire. Vous avez dit que dans l'entreprise, vous avez parlé qu'une des bonnes solutions serait d'engager un responsable financier. On parle d'une entreprise qui a 3 millions de chiffre d'affaires. Alors, juste comme question, c'est quel genre de salaire vous pourriez accorder à un responsable financier pour une entreprise comme ça, puis est-ce que ça pourrait affecter les calculs que vous avez présentés tout à l'heure?
quand on parle de CFO, c'est sûr qu'on peut avoir en tête les grands CFO de banque avec des millions comme salaire. Par contre, dans ce cas-ci, le CFO pourrait prendre beaucoup plus en charge. Il pourrait aller récupérer du travail à l'adjointe administrative. Donc, de ce côté-là, il serait encore plus utile. Il pourrait libérer des épaules de Mme Bourgault certains temps, donc elle pourrait passer beaucoup plus de temps avec sa famille. Mais pour répondre plus spécifiquement à votre question, oui, c'est sûr que ça aurait des coûts. Par contre, à long terme, ce serait extrêmement bénéfique parce que ça permettrait de stabiliser tout ce qui est structure financière et donc tout ce qui est projet d'investissement et vente et études de marché. Donc, c'est difficile à chiffrer. Par contre, avoir un montant qui serait entre 100 000 et 80 000 $, on pourrait estimer avoir un bon CFO pour l'entreprise. Pour une entreprise de cette taille-là non plus, c'est pas nécessaire d'aller chercher non plus un grand CFO de grosses compagnies. Ça peut être par exemple un étudiant en comptabilité ou en finance qui vient de sortir de l'université. Donc ça pourrait être une opportunité qui coûterait probablement moins cher, puis on aurait autant les compétences selon nous. Vous pourriez au moins appliquer les éléments que vous avez présentés. Tout à fait. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci.